Les controverses en santé publique. Donc, je suis ravi d'être ici et je remercie les organisateurs et en particulier Santé publique France et son directeur général François Bourdillon de nous avoir invités, Joël Ménard et moi, pour modérer cette session. Et donc, je suis ravi d'avoir à modérer cette session avec lui. Donc, je me présente, je suis Gérard Lasfargue, je suis médecin, professeur en médecine et santé au travail et directeur général adjoint à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà. Et les intervenants qui vont intervenir à cette table ronde, avec 3 exemples, enfin un plus général et puis 2 exemples précis sur les controverses, sont donc Didier Torny, qui est directeur de recherche à l'INRA, Christian Lagdart, qui est économiste, donc bientôt professeur à l'Université de Lille, et puis Olivier Merkel, qui est physicien et qui est le chef de l'unité d'évaluation des risques des agents physiques à l'ANSES. Et donc je laisse la parole à Joël Ménard pour l'introduction de cette session. Merci. Je vais commencer aussi en remerciant M. Bourdillon et M. Desenclos de nous avoir invités à l'ensemble de la réunion qui est extrêmement instructive. Et quand on voit la structuration du système qui s'est faite en France entre 1997, la loi de sécurité sanitaire, et maintenant, on est absolument ébloui par la quantité de travail et la diversification qui s'est produite. Et j'imagine aussi que dans cette salle, les professions qui sont représentées sont multiples. Et c'est probablement une des caractéristiques des problèmes que l'on traite maintenant, en particulier dans le sujet qui a été choisi. Au cours des réunions, j'ai remarqué que vous aviez les uns et les autres utilisé très souvent le mot silo, en regrettant que chacun d'entre nous est dans un silo et ne regarde pas en dehors. C'est assez curieux parce qu'on est dans un siècle d'information, de surinformation, et pourtant on se sent obligé de poursuivre dans une voie qui finalement, pour chacun d'entre nous, est étroite. Et le problème est celui de la communication les uns entre les autres. Donc la session ici est assez caractéristique parce que vous allez avoir d'un côté le débat scientifique. Alors de manière usuelle, les scientifiques se réunissent entre eux, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils ont des congrès de préférence dans des endroits agréables. Après, il faut une petite publication dans un journal qu'ils aiment ou qui est respecté. Et on vit entre soi et on débat. Et puis la société, elle verra bien ce qui en sort. Et puis maintenant, en parallèle, et alors là, pour le coup en silo, on a le débat social où les gens discutent avec des opinions, avec des faits, beaucoup d'opinions, un peu de faits, et ils se retournent vers le débat qui a lieu en parallèle, qui est la science. Donc ils croient que la science, c'est quelque chose d'absolu. Et dans le débat social, pour solutionner le débat social, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la science, mais on tombe sur un débat scientifique. Et quand les 2 débats sont à mener de front, à respecter l'un comme l'autre, même si l'un peut prédominer sur des opinions et l'autre sur des faits, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et je crois que la session qui a été construite ce matin est construite sur ce mode, puisque M. Terny va nous parler des controverses, polémiques et scandales en les analysant de manière globale avec quelques exemples. Et puis après, on va se focaliser sur 2 sujets particulièrement chauds ou difficiles. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes problèmes, c'est-à-dire que le risque a une courbe dose-réponse qui est parfois évidente quand on est dans des choses schématiques. Puis au fur et à mesure que les méthodes se sensibilisent, ça devient des faibles doses, des faibles points, et on ne sait plus où on en est. Et surtout, on discute quelque chose aujourd'hui, mais les conséquences vont se produire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Et on ne le voit pas bien. C'est une rigolade de dire qu'on est capable de prédire. Je sais que j'ai vu ce matin beaucoup de modèles à 2030 et 2050. Moi, je voudrais que tous les gens qui ont présenté ce matin puissent être présents en 2050 pour voir leur modèle. D'abord, ce serait pour eux une très bonne nouvelle. Et puis, pour tout le monde, ça va être intéressant. Donc, ce problème, vous voyez, du différé, du risque différé, et certains sujets vont exister de 1920, je pense au mercure dans les dents, jusqu'à maintenant, ou même les ondes électromagnétiques et les lignes électriques. Donc voilà la structure de la discussion, et c'est M. Terny qui va commencer. D'ailleurs, je vous signale au passage que si vous voulez avoir accès à des archives dans les 2
deux, trois problèmes que j'avais eu à affronter quand j'étais directeur général de la santé. Il y avait l'hépatite B et puis il y avait le sel. Et en me disant que tout ça allait disparaître, bon, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il a eu la gentillesse de venir me voir et de numériser tout ça. Alors, il a fait sur le sel, d'ailleurs, des articles qui sont meilleurs que tous ceux que j'aurais pu faire, ce qui montre bien à quel point on a besoin d'une discipline à l'autre, les uns des autres. Et donc, Monsieur Terny, vous avez la parole avec votre expérience d'analyse de toutes ces crises ou difficultés qui se sont produites dans les dernières années. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et toutes. J'attends de voir si ça marche. Voilà. Ah, ok, les deux en même temps, d'accord. Donc, j'espère que ce sera... Alors, il y a eu un petit transfert de fichiers, donc on verra comment ça se passe. Donc, je suis directeur de recherche à l'INRA, donc sociologue, ayant travaillé sur de nombreuses questions de risque. Vous le verrez, je développerai un certain nombre d'exemples dans le domaine du vaccin, ayant été membre du comité technique des vaccinations pendant une dizaine d'années jusqu'à début 2016. Waouh, ça marche. Donc, controverse publique, polémique, scandale, c'est un objet qui apparemment envahit les librairies on va dire, ces 20 dernières années. Je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples où vous voyez de la production faite par des médecins ou des acteurs de santé publique, comme Lucien Benahim, qui a été directeur général de la santé, des journalistes, on va dire des victimes ou des personnes qui sont concernées directement par un dossier, des militants, des avocats. Ici, il y a tout un tas d'exemples de dossiers, mais c'est aussi un objet qui est très travaillé par les sciences sociales. Je vous mets ici un certain nombre d'exemples, en commençant par un ouvrage remarquable, puisque je l'ai coécrit il y a une quinzaine d'années. Mais vous voyez que dans l'espace international, ici, bon, j'ai mis Toxic Bodies de Nancy Langston sur le distilbène aux États-Unis, Is It Safe sur le bisphénol A de Sarah Vogel. En bas, Bodily Matters, qui est un livre magnifique sur les mouvements anti-vaccinaux au XIXe siècle. Et puis pour finir, puisque nous aurons une très belle présentation sur le tabac, Golden Holocaust, qui est un livre qui a été traduit en français, qui est fondé très largement sur les archives des entreprises du tabac, de Robert Proctor, et qui travaille ce dossier, la manière dont les entreprises ont agi pour empêcher, ou disons détourner la santé publique. Donc il y a un maximum d'études, de témoignages, de prises de position qui font que la santé publique est discutée sous cette forme polémique ou controversée dans des espaces publics nationaux et internationaux. De manière massive ces 20 ou 30 dernières années. Il ne faut jamais oublier, Proctor est un historien, Nadia Durbar aussi, que c'était également le cas dans l'entre-deux-guerres, dans les années 50-70 et au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect de nouveauté. Vous savez, on est tous très attachés au temps présent, sauf quand on est historien. Donc on a tout un tas de domaines qui vont effectivement de la santé environnementale aux médicaments, en passant par les ondes ou tout un tas d'autres choses. La santé publique, ça n'est jamais ça. C'est-à-dire c'est ça quand il s'agit de faire de la propagande, mot que j'emploie de manière neutre. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Un jeu d'enfant grâce au BCG, comme vous le savez encore aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier, il y a eu une évacuation d'un camp de migrants réfugiés dans l'espace parisien au nom de l'existence de tuberculose sur place. Donc visiblement, on n'a pas réussi à vaincre la tuberculose grâce au BCG. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Les débats publics en santé publique, magnifique dessin de Martin Wittberg, c'est-à-dire des formes de discussion dans l'espace scientifique ou entre porte-parole, on va dire, des espaces scientifiques et biomédicaux, et des discussions parmi des citoyens, des parties prenantes ordinaires, discussions qui se résolvent de manière plus ou moins rapide. Il ne faut pas néanmoins négliger le fait que dans un certain nombre de dossiers de cas, la mobilisation sociale a été massive. Aujourd'hui, les plus âgés d'entre vous se rappellent de ce qu'a été la mobilisation contre l'épidémie à VIH-Sida. Elle n'est rien en termes d'impact social et de concernement de ce qui par rapport à ce qui s'est passé sur la polio aux États-Unis entre les années 20,
25, on va dire, et la fin des années 50. C'est toute une société qui s'est mobilisée, depuis les petits-enfants qui allaient vendre des timbres, jusqu'évidemment aux agences de santé publique, en passant par le gouvernement, les chercheurs, etc., autour de la découverte d'un vaccin. Ici, vous voyez Roosevelt, une des rares photos où on le voit sur un fauteuil, puisque la plupart du temps, il n'était pas représenté sous cette forme de personne atteinte par la polio, même s'il constituait une figure de rassemblement extrêmement importante. Ces mobilisations continuent évidemment aujourd'hui. J'ai pris un exemple ici qui est Zika. Comme vous le savez, on a bientôt les Jeux Olympiques au Brésil, donc tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc la course au vaccin contre Zika a commencé, à la fois du point de vue des institutions publiques, mais également des laboratoires de développement. Et je suis désolé, ça va être petit, parce que je pensais que ça allait être plus grand. Donc, ce petit commentaire en dessous, des questions se posent quant à la façon de tester ce produit sur les populations les plus menacées, les femmes enceintes. C'est-à-dire que même en situation de mobilisation éventuellement maximale, il y a toujours des questions, des débats, des controverses. C'est toujours comme ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire le surgissement, et plus vous mobilisez, plus potentiellement des questions se posent. D'abord parce que les personnes ne sont pas forcément au courant des choses, ils vous posent des questions, mais également parce que la série de valeurs, de méthodes, de moyens, de types de sciences et de types de monde qu'on souhaite pour la santé publique ne va cesser d'être discutée. Alors, quand on a dans l'espace public des questions de santé publique qui sont débattues, on a au moins 4 modalités différentes. Vous me direz pour le temps, parce que je suis habitué à mes logiciels, vous savez, c'est ça, on a ces aides techniques, on a le temps qui passe et tout ça, donc là, j'ai plus rien du tout. Donc vous me direz, surtout quand il restera 5 minutes. Donc première modalité, je suis désolé par ailleurs de la forme qui sera problématique, vous allez voir dans un instant, l'alerte. Donc l'alerte, c'est le moment où on vous avertit d'un danger, et on avertit une puissance d'action que quelque chose est problématique. Voilà, Irène Frachon qui fait un livre, qui écrit, etc., en disant « le Mediator est un médicament dangereux, il faut cesser de l'utiliser ». Deuxième exemple, des controverses qui vont porter, par exemple, sur l'efficacité d'un vaccin, sur, par exemple, l'intérêt du dépistage systématique par mammographie sur l'ensemble de la population féminine au-delà de 50 ans. Des polémiques dans lesquelles on va soulever toute une série d'éléments qui ne sont pas directement sur des faits de nature, on va dire, scientifique, biologique, médicale, sociale. Par exemple, les conflits d'intérêts, typiquement, le fait que derrière l'action de santé publique, il y a en fait des intérêts économiques. Enfin, les crises et les scandales dans lesquels, évidemment, on a une mobilisation massive, éventuellement un arrêt complet du monde social. Enfin, on peut considérer que la crise du VIH en 93-94, c'est un arrêt de toute une partie du monde social et une focalisation sur ce problème. Tous ces éléments-là sont créateurs. C'est-à-dire que les alertes, ça crée des choses comme la pharmacovigilance, les controverses, ça produit de nouveaux états de fait aussi dans l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je dis adjuvant, il y a 10 ans, les gens auraient dit adjuvant, ça veut dire quoi? Si je dis excipient, ben, ce sont des mots qui sont connus, et d'un seul coup, on sait que le médicament, ça n'est pas que la substance active, mais éventuellement d'autres choses, et de même, le vaccin contient d'autres éléments. Ensuite, tout un débat sur leur intérêt, sur leur caractère nocif ou leur caractère sain. Des polémiques, évidemment, changent les représentations du monde, et les crises et scandales créent le plus souvent des institutions. Donc, je ne vais prendre que des exemples sur la vaccination, je vous l'ai dit. Un petit exemple simple, et puis un exemple que vous connaissez bien. La rougeole. La rougeole, comme vous le savez, le ROR a été vraiment développé dans les années 80 en termes de vaccination en France. Et à la fin des années 90, vous avez cet extrait, je suis désolé, je n'ai pas sourcé. En fait, ça doit être du PEH ou d'un rapport de l'INVS qui vous dit, bon voilà, on a une vaccination, on a une couverture vaccinale qui est relativement élevée, mais il risque de se passer ce qu'on appelle une lune de miel. Alors comme ça a l'air très sympa, la lune de miel, mais comme la plupart d'entre vous, s'ils ont été en couple, savent qu'après la lune de miel, d'autres choses se passent qui sont éventuellement moins agréables. Et donc la lune de miel, ça consiste à dire, eh bien, pendant tout un moment, la circulation virale va diminuer, puisque la couverture vaccinale est suffisante, mais si nous restons
Si nous restons sur la couverture actuelle, des cas vont réapparaître et on nous dit une nouvelle modélisation de la rougeole s'étant réalisée en 2000 est en faveur d'un risque épidémique, au moins dans le sud de la France, si la couverture vaccinale des nourrissons restait à son niveau actuel. Donc, voilà une alerte, typiquement, portée par des autorités publiques tout à fait légitimes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la couverture vaccinale demeure en dessous du niveau estimé nécessaire pour couvrir toute la population, 95%, ça c'est le niveau national, dans le sud on était bien en dessous, et donc vous allez me dire, alors tout le monde va se mobiliser, on va dire, il faut qu'il y ait plus de vaccination, sinon il y a un vrai risque épidémique, etc. Bien non, évidemment, rien ne se passe, quand il n'y a pas de débat, souvent il n'y a pas d'action, et il faut attendre en fait que la réalité rattrape la modélisation, c'est-à-dire que le nombre de cas explose, donc 2010 d'abord et puis surtout 2011 et notamment dans le sud avec des inquiétudes très fortes autour des crèches pour qu'on ait de nouveau, on va dire, de l'information publique, du débat et quelque chose qui ressemble à une campagne de vaccination. Donc là, on a un cas qui est assez intéressant, qui est vraiment un cas de type 1, c'est extrait d'un article que j'ai coécrit avec Francis Château-Renaud. C'est-à-dire la courbe qui n'est pas en gras, c'est ce qu'on a appelé les mesures du risque, donc des mesures scientifiques ou administratives. Donc dans ce cas-là, on a une modélisation par épidémiologie, une couverture vaccinale, etc., qui vous disent il y a un problème, il y a un risque. Ça dure pendant des années, donc dans ce cas-là, quand même une grosse dizaine d'années. Et puis rien ne se passe, il n'y a aucune mobilisation, c'est la courbe en gras. Et puis on a une explosion assez rapide avec une crise importante avant de revenir à un état plus normal. Donc en gros, des alertes ne sont pas entendues, des débats n'ont pas lieu, les pauvres épidémiologistes de l'INVS parlent dans le vide, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas écoutés, et puis voilà, et donc il faut attendre, en gros, les malades et les morts pour que quelque chose se passe. Exemple symétrique, la pandémie grippale, je vous renverrai à mon article qui a été publié dans Réseau sur cette question-là, qui est évidemment disponible en ligne. Pandémie grippale où l'OMS, à partir du début des années 90, fait un travail gigantesque pour mobiliser les États membres, mais également la société civile, les entreprises, toutes les sociétés savantes, tout ce que vous pouvez imaginer, autour de la prochaine pandémie. Donc pendant 15 ans, ils font un travail de mobilisation qui porte ses fruits au fur et à mesure, puisque les États membres construisent des plans. Alors, peut-être un certain nombre d'entre vous qui étaient déjà là, donc premier plan en 2004, puis une fois que vous avez bâti un plan, qu'est-ce que vous faites? Vous bâtissez un deuxième plan, parce qu'évidemment, il faut le mettre à jour, et puis vous avez eu des critiques, et puis vous débattez de manière plus large, et puis ensuite, vous faites quoi? Vous faites un troisième plan. Donc, il y a eu, ça dépend, mais disons, on va dire, entre 14 et 17 versions du plan, qui ont eu lieu, et ce plan ne concernait pas du tout que la vaccination, mais par exemple, l'adaptation, vous savez que à Paris, nous avons nos restaurants, nous aimons bien, voilà, mais souvent les étrangers nous disent « mais qu'est-ce que les tables sont serrées ?» Eh bien, le plan prévoyait qu'entre deux tables de restaurant, il fallait un minimum d'1 mètre. C'était ça l'adaptation à la pandémie grippale. On peut rire, mais on voit bien derrière sur quoi c'est fondé, une idée de la transmission, un modèle de transmission et on va dire un compromis entre une activité économique et puis un souci de santé publique. Autre exemple, la Poste. Donc, par exemple, on disait, l'une des mesures, c'est l'arrêt du publipostage. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces choses qui envahissent nos boîtes aux lettres tous les jours, sauf si vous avez mis un stop pub, eh bien, ça allait ne plus être distribué. On allait se concentrer sur les tâches vitales, voire on allait passer de manière massive au courrier électronique. Donc, une mobilisation sociale énorme, gigantesque, pas simplement de l'appareil d'État, mais aussi des entreprises qui ont fait tout un tas de plans. Et puis arrive l'été 2009, donc un acteur de santé publique très connu, épidémiologiste, enfin non, pas épidémiologiste, mais enfin presque, donc Bernard Debré, qui nous dit, bon, c'est une grippette. C'est une grippette, donc il y a rien à un moment donné où les vaccins, évidemment, ne sont pas encore disponibles. Ils ont été très largement commandés, Roselyne Bachelot ayant suivi, en fait, la politique de Xavier Bertrand, qui est celle d'une potentielle, on va dire, couverture de l'ensemble de la population, ce qui avait été fait sur les antiviraux. Et septembre arrive, et là, vous avez un magnifique communiqué du syndicat des... Donc, vous voyez, il y a des risques que parfois on ne maîtrise pas, je sais.
Donc, les populations de soignants étaient parmi les populations les plus, comment dirais-je, prioritaires pour être vaccinées. Et vous voyez que ce syndicat nous dit, mais je vous rassure, c'est la même chose à Hong Kong et ailleurs, que cette vaccination est problématique, elle est expérimentale, qu'on ne connaît pas les effets. Et donc, on nous dit, chacun doit bien mesurer le rapport bénéfice-risque du vaccin H1N1. D'un côté, une semaine de grippe, de l'autre, une probabilité faible mais définitive d'avoir une maladie neurologique ou auto-immune. Vous voyez bien que par rapport à la menace grippale, c'est-à-dire quand même des morts dans les rues, partout, dans tous les sens, on vous dit, bah non, ça c'est une semaine de grippe, ça va, quoi. Et de l'autre côté, une maladie problématique qu'on aurait pour toute sa vie. Je vous passe outre tout ce qui s'est passé pendant l'hiver pour arriver à ce magnifique article du BMJ, c'est-à-dire qui met en cause la manière dont l'OMS fonctionne, dont ses experts sont liés à l'industrie. Évidemment, 2 ans avant, le fait qu'ils étaient liés à l'industrie était une très bonne chose, puisqu'il s'agissait bien de mobiliser l'ensemble du monde social, y compris les fabricants de vaccins. Donc, les conflits d'intérêts, qui sont l'une des formes de sortie, de production importante en termes de représentation partagée, on va dire, de cette crise qui n'est plus une crise de la pandémie grippale au sens de la production des morts, bien qu'il y en ait eu en France, mais de manière intéressante, on les a entre guillemets minorés du point de vue social, c'est-à-dire on ne les a pas rendus visibles, mais dénonciation des conflits d'intérêts. Et donc ça, c'est typiquement le deuxième cas dans lequel, au fur et à mesure que les mesures de risque augmentent, la mobilisation monte, et jusqu'au moment où on critique la mobilisation en disant, mais finalement, tout ça pour ça. Et on voit apparaître des alertes dérivées typiquement, c'est-à-dire que le problème n'est plus la grippe, mais les conflits d'intérêts et les liens entre l'industrie pharmaceutique et les acteurs publics de santé publique, y compris au niveau international. Alors vous allez me dire, bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de tous ces débats, de ces polémiques? C'est parfait, je tiens le temps, c'est super. Eh bien, on a une alternative pour empêcher, on va dire empêcher l'émergence de débats, de controverses et de polémiques dans l'espace public. Parmi ces alternatives, une est très simple, c'est le standard technique. Alors le standard technique, c'est ce qui fait que, par exemple, dans un hôpital, vous n'allez pas pouvoir retirer un appareil pour une opération sans avoir tracé toute une série de choses, sans que ça soit passé de manière automatique par des formes de stérilisation, etc. etc. Donc le standard technique, c'est celui qui vous contraint, mais sans qu'à la limite vous en soyez conscient. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Et donc là, un bon exemple de standard technique, c'est l'apparition d'un vaccin hexavalent. Donc je commence par la couverture vaccinale hépatite B. Donc ça a déjà été évoqué. Donc l'hépatite B, comme vous le savez, suite à la magnifique réussite de la campagne du milieu des années 90, 27 millions de Français vaccinés. Évidemment, ce n'était pas la cible vaccinale, mais du point de vue de la mobilisation, c'est quand même remarquable. Le backlash que vous connaissez, la couverture des nourrissons qui a toujours été l'objectif premier de cette campagne de vaccination a chuté aux environs, on va dire, de 25%. Vous voyez, en 2004, on est à 24% pour les nourrissons âgés de 6 mois. 24, 26, 27, 30, 61, 76, 81 et en 2014, 92%. Alors là, c'est magnifique, quand même. On réussit à passer, du point de vue d'acteurs de santé publique souhaitant évidemment cette vaccination, d'un seul coup de 30% à 92%. Pourtant, je n'ai pas vu de campagne massive, je n'ai pas vu de débat, je n'ai pas vu de mobilisation intense. Donc, comment se fait-ce? Eh bien, l'existence d'un hexavalent contenant une valence contre l'hépatite B, recommandée au calendrier vaccinal, a permis sans doute la vaccination d'un très grand nombre de nourrissons, sans même que vraiment les parents réalisent que cette vaccination ait lieu. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ben, évidemment, vous pouvez dire on a atteint l'objectif. Le risque, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de se retrouver dans un effet retour qui est, mais finalement, j'ai vacciné contre l'hépatite B, alors je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'ai pas donné mon consentement, etc. Et vous avez cette forme, c'est connu, donc, du docteur Marc Girard, le pauvre, parce qu'il y a 2 Marc Girard, donc il y en a un qui souffre des propos de l'autre et réciproquement, parce qu'ils ne sont pas exactement dans les mêmes positions, on va dire ça comme ça. Vous voyez, on vous dit... les parents, alors je cherche ça, c'est des députés...
Voilà, n'hésitant pas à affirmer en bas que certains jeunes parents lui faisaient part de leur opposition farouche à la vaccination contre l'hépatite B. Elle voyait sur le carnet de santé que le bébé avait bel et bien été vacciné. Donc, dans un moment où on considère que la démocratie sanitaire est quelque chose de fondamental et que le consentement des personnes, patients ou ascendants de patients, est vraiment au cœur de la médecine et de la santé publique, c'est potentiellement problématique. Mais c'est souvent la manière dont les choses se passent lorsqu'il n'y a pas de débat, c'est que finalement les standards techniques, entre guillemets, nous imposent la réalisation d'une mesure de santé publique. Ça peut être pareil, évidemment, si vous n'êtes pas lavé les mains, vous ne rentrez pas dans la salle à manger, voilà, et vous avez les lavabos avant, et tout le monde vérifie, et c'est ce qui se passe, enfin c'est ce qui devrait se passer, par exemple, dans des crèches ou dans des établissements de prise en charge de la petite enfance. Conclusion, 3 transparents encore. Donc, débattre de santé publique, c'est mobiliser. Très souvent, il faut mobiliser, mais pas trop, parce que le risque, évidemment, c'est qu'au fur et à mesure, les débats augmentent et qu'on ait des effets contre-productifs. C'est mettre en rapport science, décision et mise en œuvre. On est dans un pays où on est très fort pour faire des décisions et très, très, très mauvais pour mettre en œuvre, notamment en termes de santé publique, lorsque ce n'est pas l'ensemble de la population qui est concernée, mais une partie qu'on va considérer plus à risque. Troisième élément, évidemment, on construit des institutions, et ici, finalement, si j'ai bien compris, on célèbre la construction d'une nouvelle institution, je vais dire fusion, on va dire rassemblement, articulation d'institutions préexistantes. Ces 20 dernières années, on en a construit beaucoup en termes de santé publique. Et puis, quatrième question, faut-il débattre ? J'ai insisté sur cet aspect-là à propos du standard. C'est une question qui peut se poser toujours, parce que le risque du débat, c'est évidemment celui non seulement de la controverse et de la polémique, mais celui de se voir opposer aux logiques de santé publique d'autres logiques qui seraient plus importantes aux yeux de telle ou telle population ou de tel ou tel groupe d'intérêt. Exemple typique, pour finir. Donc, au mois de janvier, Marisol Touraine a engagé un plan d'action pour la rénovation de la politique vaccinale. Alors là, j'ai souligné, vous voyez, il y a 4 objectifs. Informer, okay, coordonner, sécuriser l'approvisionnement et débattre. Donc, débattre devient un objectif de la politique vaccinale et on nous annonce donc une grande concertation citoyenne sur le sujet de la vaccination à partir du mois de mars 2016. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu. Voilà. Parce qu'à partir du moment où elle a lancé ses actions et où elle a dit « il faut débattre », eh bien, on a vu apparaître ceci. Un article de Jean Yvenot, mais aussi des prises de position diverses et variées, parce que le débat portait surtout sur l'obligation vaccinale, l'Académie de médecine et autres, où la question de l'intérêt du débat devenait l'objet lui-même. C'est-à-dire que ce n'est plus le débat... c'est plus la manière dont la politique vaccinale doit être menée, c'est le débat sur la politique vaccinale qui ne doit pas être un objet lui-même, on va dire, balancé dans l'espace public ou auquel nos concitoyens, on va dire, ordinaires, doivent participer. Et c'est donc là ma conclusion, et c'est la question essentielle. Faire de la santé publique sans les citoyens, les groupes d'intérêt, etc., c'est évidemment beaucoup plus simple à partir du moment où vous avez à la fois de la science solide et un gouvernement et une administration et des personnels de santé qui vont tous dans le même sens et qui pensent que tout ce qui doit être fait l'est de manière nécessaire, impérative, non dangereuse, etc. L'alternative, c'est évidemment de débattre avec des corps sociaux extrêmement larges au risque d'échouer. Mais faut-il préférer le risque d'échec ou faut-il préférer simplement d'utiliser des standards techniques, des ruses, des astuces pour faire de la santé publique sans les gens? Ça me semble un débat essentiel aujourd'hui, à l'heure de la démocratie sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui va, je pense, susciter pas mal de questions. Donc, on a le temps pour quelques questions qu'on va prendre après chaque communication. Et s'il reste un petit peu de temps, on fera une discussion plus générale à la fin. Mais je pense qu'il y aura déjà des commentaires ou des questions. Voilà, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que le débat et les controverses traversent aussi le milieu scientifique.
et que la science n'est pas forcément consensuelle, notamment sur ces questions, sur un certain nombre de questions de santé publique, et que voilà, le débat, il faut aussi l'organiser entre les scientifiques, pas seulement avec la société. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que les communautés, en fait, dans le domaine de la santé publique, comme dans d'autres, même si c'est de manière un peu plus faible, on est passé de small science à big science, de manière claire. C'est-à-dire que le nombre de personnes, de disciplines, d'objets traversant une question a augmenté. Et donc c'est vrai que les communautés médicales notamment se sont organisées sous différents formats. Je pense que la plus connue ici est la conférence de consensus, même si elle prend en pratique des formes extrêmement diverses, dans lesquelles on est censé réunir tous les gens, on va dire, compétents et établir un état des lieux des connaissances. Si vous regardez un certain nombre de dossiers, je pourrais penser par exemple à la maladie de Lyme, vous avez d'autres acteurs de santé publique ou on va dire biomédicaux de manière générale, qui vont dire on ne m'a pas écouté, on n'a pris en compte qu'une partie, etc., etc. Autre exemple, la mammographie, qui est, comme vous le savez, extrêmement soutenue en France, et soutenue, ça veut dire aussi des mesures d'incitation pour les médecins libéraux, pour faire en sorte que les populations cibles de leur clientèle soient effectivement, on va dire, dépistées. Et en même temps, vous avez de la production par des centres Cochrane de données indiquant qu'il n'y a pas de gain de mortalité, et avec des personnes comme Goethe, par exemple, qui font des livres et qui disent qu'il faut absolument arrêter ces mesures, elles ne sont pas efficaces, voire elles sont pas efficaces, elles sont coûteuses, voire elles sont dangereuses. Donc, on a à la fois, encore une fois, des formes, on va dire, de collectivisation qui sont très intéressantes parce qu'elles donnent normalement une forme synthétique d'un état des lieux des connaissances, et en même temps le maintien sur à peu près n'importe quel sujet, on va dire, de fractions qui sont organisées sous le plan disciplinaire, national et autres, et avec des différences et des divergences. L'effet que ça a aujourd'hui, de manière claire, c'est, un, avec l'augmentation du niveau d'éducation, et deux, surtout, avec l'existence d'Internet, c'est que ces débats et ces controverses qui auparavant étaient, on va dire, relativement cloisonnés, ne le sont plus du tout. Et les acteurs biomédicaux, et j'évoquais ici Goethe en matière d'épidémiologie, font ce travail aussi, on va dire, d'exporter le débat scientifique et leur position vers des espaces publics variés. Vous venez de citer le nom de Goethe, et c'est assez intéressant d'analyser le travail de cet homme, parce qu'on voit les positions qu'il peut prendre aujourd'hui sur le dépistage des cancers, mais on regarde ses publications antérieures et on observe que dès le début, il a été intéressé par les effets secondaires des traitements. Et ses premières publications ont porté sur l'effet secondaire des anti-inflammatoires. Et après, on voit très bien comment se construit psychologiquement, je ne le connais pas, hein, mais manifestement, sa psychologie le porte à voir les documents scientifiques sous un certain angle. Et à travers ces analyses scientifiques, on retrouve une pensée qui est une pensée dubitative, dont on peut avoir besoin, mais qui en même temps lui donne un peu une position sociale. On dit Goethe, on voit tout de suite, parce que dans le milieu du dépistage des cancers du sein, il s'est affirmé. Et c'est un débat qui est très important, parce que vous avez rappelé l'hépatite, mais dans le dépistage du cancer du sein, vous vous rappelez certainement les publicités de ces jeunes femmes, journalistes connues, qui montraient leur sein pour encourager les gens au dépistage. Et en même temps, on montrait des poitrines qui ne correspondaient pas aux règles du dépistage, puisque c'était 50 à 74 ans et que pour un mâle d'âge moyen, visuellement, ce n'était pas l'âge attendu dans les recommandations du dépistage. Donc derrière toute cette analyse qui est faite, on va retrouver dans tous les domaines toujours les mêmes choses, mais je crois que le positionnement que prennent les acteurs à un certain moment est un point important, parce qu'on ne peut jamais savoir s'il s'agit premièrement de l'arrivisme. On fait parler de soi, quoi qu'il arrive. Alors, on a cité l'exemple d'un fameux épidémiologiste qui s'est exprimé sur la grippe, épidémiologiste très connu pour les opérations sur la prostate, et qui s'est exprimé sur la grippe, parce que on se positionne, on aime bien aller à la télévision, on a du bagou, on s'en parle bien, on se positionne. Et à un certain moment, quand on s'est positionné, on ne veut plus reculer. Et comme en général, ce sont des gens qui sont cultivés, intelligents, le débat devient extrêmement difficile. Parce que vous pouvez arriver avec l'idée que on va en parler, mais pour en parler, pour savoir où est la vérité. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui sait la vérité, et qui veulent l'imposer, dans le débat, vous avez obligatoirement perdu. J'ai le souvenir de Carlet,
Un homme qui a fait des efforts énormes sur la prévention des infections nosocomiales à l'hôpital. Il a passé 15 ans de sa vie à animer des groupes de travail. Il va à la télévision pour expliquer que les infections nosocomiales, c'est un problème, qu'on a un programme en France, qu'il s'est passé telle et telle chose, et il tombe sur le fils de Depardieu, qui, lui, a eu une infection épouvantable, la jambe coupée, tout est terrible. Eh bien, dans le débat entre l'homme qui a travaillé sur le sujet et l'homme qui a ressenti, malheureusement, les conséquences de ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On perd à tous les coups. Alors, après, il y a plusieurs attitudes. Vous dites, c'est le monde, j'y vais pas. Vous dites, j'y vais. Mais de toute façon, et là, je vais dire une note personnelle, puisque moi, j'ai souffert d'un certain nombre de choses, et en particulier récemment sur les statines ou sur des sujets que je ne connais pas trop mal, la peur de perdre fait que finalement, vous vous dites, bah, c'est le monde et qui se débrouille. Mais d'un autre côté, si vous ne construisez pas quelque chose pour bloquer des choses qui sont dangereuses, vous ne faites pas votre devoir. Donc, je rajoute peut-être la difficulté intérieure qu'on peut avoir, parce qu'un scientifique ne peut jamais dire qu'il est sûr. Et à partir du moment où vous avez l'incertitude, c'est très difficile de débattre. Et c'est celui qui n'a pas de vérité scientifique qui débat plus facilement parce qu'il a sa personnalité, son passé, il met toutes ses tripes dans le débat. Et à ce moment-là, dans un débat public, qui est le point important, c'est pas s'il est bon ou mauvais, c'est qu'est-ce que va garder le téléspectateur, qu'est-ce que va garder le lecteur, c'est ça qui est important. C'est pas d'être bon ou mauvais, hein, c'est pas ça la question. Mais on sait d'avance qui est-ce qui va gagner. C'est celui qui est le plus sensitif, qui s'exprime le mieux, qui a le plus de conviction. Et au moment où vous doutez, vous perdez de la force. Alors, je vais prendre un autre exemple, si je peux continuer. Ou non, j'arrête. Laissez le temps pour... Voilà, Joël Ménard est passionnant, on l'écouterait pendant des heures, mais peut-être laisser le temps quand même de poser une ou deux questions, voilà, ou d'avoir des commentaires de la part de la salle. Oui, en haut sur la gauche. On a les projecteurs dans les yeux, c'est pas toujours évident. Oui, bonjour, Madame Tomsik de la mairie de Paris, sous-direction santé. Dans votre présentation, je vous en remercie de l'excellence, vous dites que l'on est très mauvais sur la mise en œuvre. Donc, je voulais savoir si vous pensez si la mise en œuvre était un axe d'amélioration dans notre pays, cela pourrait assainir ces atmosphères de débat. Oui, je pointais notamment, la seule chose où on est vraiment bon en santé publique, c'est la campagne nationale, ce qui correspond à notre structure politique, hein, c'est-à-dire la force de l'État, historiquement, etc. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'historiquement, les grands acteurs de santé publique au 19e, ce sont les mairies. L'assainissement, toute une série d'opérations d'urbanisme, etc., et des actions, on va dire, plus précises, notamment en termes de lutte contre la variole. Donc les mairies ont joué un rôle très important et ont été assez largement remplacées par l'État, on va dire, à partir de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et donc elles retrouvent dans un certain nombre de cas et de territoires et d'actions, évidemment, hein, une force importante, et c'est notamment le cas dans l'espace francilien. Je pense au Conseil général de Seine-Saint-Denis, à un certain nombre de communes, mais aussi à la mairie de Paris. J'ai vu des dossiers comme des foyers de migrants, la question de la lutte contre la tuberculose, etc. Mais cette mise en œuvre, ce n'est pas simplement les acteurs directement publics. C'est des actions de formation et d'information, c'est le rôle de la CNAM, c'est tout ça où finalement ça reste, on va dire, relativement secondaire. Je veux dire, le niveau d'information sur n'importe quel débat d'un médecin généraliste est évidemment très largement inférieur à celui de ses patients concernés. Parce qu'eux, ils y passent un temps fou. Voilà, et donc ils arrivent, docteur, j'ai vu ça sur Internet. Voilà, et le médecin généraliste, souvent, est démuni par rapport à ça. Ce n'est pas la situation de la télé, c'est une situation, on va dire, de face à face, et on ne lui en veut pas. Mais la question, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles se fait la formation continue, quelles sont les formes de collectivisation des savoirs à l'intérieur des communautés biomédicales et comment on les organise. Donc la mise en œuvre, c'est aussi ça, et notamment parce que l'état des connaissances ne cesse d'évoluer. Ce qui est un autre problème pour la santé publique qui est spécifique, c'est-à-dire quand on est en recherche, c'est sympa, on a des nouveaux papiers, ah, j'ai découvert un nouveau truc, c'est super, voilà. Évidemment, en santé publique, quand vous avez bâti des programmes, en général, ce n'est pas pour les changer tous les 6 mois. Et donc, on a une tension qui est extrêmement forte entre une santé publique
qui, de facto, est conservatrice, parce qu'elle sait combien de temps il a fallu pour informer les comportements, mettre en œuvre, etc. Et à qui on dit d'un seul coup, oui, mais en fait, il ne faut plus faire ça, il faut faire ça. Parce que depuis, on sait ceci et cela. Et donc, ça, c'est une des très, très grandes difficultés de la santé publique, c'est comment elle s'adapte au fur et à mesure du temps et de l'évolution des connaissances. Et j'ai travaillé sur des domaines qui, on va dire, sont marginaux, par exemple l'alimentation. On voit un apprentissage progressif à l'idée que, précisément, la connaissance qu'on donne est partielle à un moment donné, et qu'il faut l'améliorer au fur et à mesure. Mais il y a une vraie tension et un vrai problème entre définir des actions de santé publique, on va dire simples, faire de la communication, dire aux gens il faut se laver les mains comme ça, etc. Et puis finalement, non, se laver les mains c'est bien, mais en fait le gel c'est mieux. Ah oui, mais le gel c'est bien, mais pas trop, pas 10 fois par jour, parce qu'après il y a des problèmes sur les mains. Enfin, vous voyez ce type, on va dire, d'apprentissage progressif. On a du mal à le faire parce qu'on est très mauvais en matière de mise en œuvre et qu'on n'a pas simplement les forces concrètes pour le faire, pour dire, c'est pas simplement avoir décidé à un moment donné d'une mesure et savoir que c'est la bonne mesure, c'est être en mesure non seulement de répondre aux questions, mais d'adapter au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et ou des pratiques. Merci. On reprendra des questions peut-être à la fin, là, parce que sinon on va prendre beaucoup trop de retard. Et puis Didier Torny, de toute façon, pourra répondre avec les autres intervenants à vos questions. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième communication, donc, qui est celle de Christian Ben Nagdar sur la controverse autour de la cigarette électronique. Oui, super. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci François. Merci François pour deux raisons. La première, c'est de m'avoir quand même lancé dans cette histoire de cigarette électronique. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2014, je ne voulais pas. Tu nous avais dit au Conseil, ça serait bien qu'on se fasse saisir par la DGS et la Mildeca sur la question de la cigarette électronique. Et j'ai dit non, non. On ne va pas faire ça parce que, excusez-moi le terme, mais ça a l'air hyper casse-gueule. Tu nous as forcés et c'est hyper casse-gueule. Donc, on est là dans une session controverse. Donc, allons-y. Donc, le Haut Conseil de la santé publique a émis deux avis, l'un en 2014 et le dernier en 2016, en février, sur la question de la cigarette électronique, avec pour problématique qui était celle de savoir quelle est la balance bénéfice-risque de cet objet en population générale. Du premier au deuxième avis, notre position a largement évolué. On est passé d'un avis prudent à un avis plutôt positif sur la question. Positif dans le sens où on peut considérer la cigarette électronique comme un outil de réduction des risques et comme une aide à l'arrêt du tabac. Cette position et cette évolution de cette position, on le verra, elle ne s'est pas faite sur la littérature. Elle ne s'est pas faite sur la littérature scientifique, mais elle s'est faite sur des auditions qu'on a menées auprès des parties prenantes. On a tenté d'élargir pour avoir toutes les parties prenantes de la cigarette électronique et d'entendre leur point de vue. Et donc, littérature scientifique d'un côté, parties prenantes de l'autre, qui ont fait évoluer notre position. Bon, le plan, si c'est bien celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, le plan de mon intervention, elle est en 4 temps, très rapide. Le premier, c'est essayer de comprendre ce qu'est la cigarette électronique en tant que telle. Donc, quelle est la nature de cet objet. Le second, c'est essayer de définir, de circonscrire son efficacité. Si la cigarette électronique était un outil ultra efficace pour arrêter de fumer, je ne serai pas là devant vous dans une session controverse, j'imagine. Quels sont les risques qu'il présente? Et finalement, un questionnement que je me suis posé, alors je suis économiste, ce n'est pas mon habitude de travailler sur ces questions, mais j'en suis venu, en travaillant pour cette session, à me questionner sur est-ce qu'on assiste à la fin de l'épidémiologie. Bon, c'est rien, mais c'est vous qui me le direz.
Avant cela, quelques éléments de contexte que je tire du baromètre santé principalement. Alors les prévalences tabagiques, eh bien, elles sont plutôt élevées en France, vous le savez, et entre 2010 et 2014, elles sont toutefois stables en population générale à 34,1% de fumeurs. Elles sont légèrement en hausse sur des populations âgées de 17 ans. Aujourd'hui, on intègre donc des mesures d'usage ou d'utilisation de cigarettes électroniques. Le baromètre santé 2014 nous dit qu'on a 6% d'utilisateurs sur les 15-75 ans, 2,9% de quotidiens, ce qui représente quand même 1 million à 1,5 million de Français, c'est pas anodin, et 2,5% à 17 ans de quotidien. Par contre, l'usage concomitant tabac plus cigarettes électroniques est quand même la norme. On a 75% des utilisateurs de cigarettes électroniques qui sont en même temps des fumeurs réguliers et un tiers des usagers quotidiens de cigarettes électroniques âgés de 17 ans eh bien, fument en même temps plus de 10 cigarettes par jour. Bon, voilà quelques rapides éléments de contexte. Toujours, dans les médias, les usagers, les professionnels, des médecins, les tabacologues, nous disent que la cigarette électronique est la solution pour lutter contre le tabagisme. Comme je vous le disais, la position du Haut Conseil a évolué. Personnellement, je veux bien croire que cet outil lutte efficacement contre le tabagisme, mais on parlait de doute scientifique à l'instant, permettez-moi de douter quelque peu. Alors, la nature de l'objet, très rapidement, avant de la questionner, on scinde la cigarette électronique en deux parties, le dispositif électronique en tant que tel et la recharge de l'autre. Donc le dispositif électronique eh bien, répond à la définition d'un dispositif médical et doit contenir un marquage CE. Mais plus intéressant est bien évidemment le liquide. Le liquide est un médicament dès l'instant où la quantité de nicotine que la recharge contient est supérieure à 10 microgrammes et que la concentration dans cette même recharge est supérieure à 20 microgrammes de nicotine par millilitre. Le liquide n'est pas un produit du tabac. Le liquide est un produit de consommation courante particulier. Pourquoi particulier? Puisque, eh bien, il bénéficie d'une réglementation assez spéciale. Il est interdit de vente aux mineurs. Bientôt, la publicité, c'est fini. Et on consomme sa recharge avec la cigarette électronique dans certains lieux, et je l'espère bientôt, dans tous les lieux interdits, dans tous les lieux à usage collectif. Sauf, bien évidemment, si c'est un médicament. Si c'est un médicament, ce n'est pas un bien de consommation courante. Et même si la directive européenne nous dit que la cigarette électronique et la recharge est un produit connexe du tabac. C'est un produit connexe du tabac, mais ce n'est pas du tabac, et c'est un bien de consommation courante particulier qui est inscrit dans la directive tabac de l'Union européenne. Je suis économiste, pas juriste, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Mais il me semble que dès l'instant où il y a de la nicotine, ça pourrait être du tabac. Là, l'économiste que je suis reprend un peu de vigueur en se disant, si c'est de la nicotine, normalement, c'est la Direction générale des douanes et des droits indirects qui doit se saisir de cet objet. Si ce n'est pas du tabac, et comme c'est le cas à l'heure actuelle, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'en saisit. Pourquoi moi, économiste, ça m'intéresse? Parce que dans un cas comme dans l'autre, les taxes sont différentes. On a des taxes tabac si c'est les douanes, et on a une simple TVA si c'est la DGCRF. Actuellement, on est bien d'accord, simplement la TVA est appliquée à la cigarette électronique vu que c'est un bien de consommation courante. Sauf que je retourne voir ce que peuvent nous apprendre les juristes et je trouve une circulaire assez récente du Code général des impôts. Le Code général des impôts assimile au tabac manufacturé les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. Je me dis, tiens, la cigarette électronique et sa recharge rentrent dans cette définition. Les cigarettes et produits à fumer, c'est un produit à fumer qui ne contient pas de tabac, mais de la nicotine, à la seule exclusion des médicaments. Bon, si c'est un médicament, mais si c'en est pas un, ça rentre parfaitement dans cette définition. Pourtant, le choix a été fait de confier la cigarette électronique à la Direction générale de la consommation et de la concurrence et pas aux droits, aux douanes et aux droits indirects. Ça ne marche plus, ça ne marche. Si la cigarette électronique aide au sevrage, c'est donc un médicament. Et oui, c'est un médicament. En Angleterre, la cigarette électronique, une cigarette électronique est un médicament. Un médicament produit par British American Tobacco. Non, non, rigolez pas, c'est sérieux. L'industrie du tabac se met à faire du médicament. Donc, elle vend son poison, elle vend l'antipoison, je crois qu'elle a tout gagné. On peut quand même se discuter, on le verra tout à l'heure, quand on regarde la littérature scientifique, de l'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage, c'est pas gagné. Comment est-ce qu'elle a pu obtenir une AMM, une autorisation de mise sur le marché? De la même façon, ça va mettre l'OMS et les parties prenantes de la CLAT quelque peu dans l'embarras. Parce que, grosso modo, la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS nous dit, bon, évitez absolument les relations avec l'industrie. D'accord, pas de problème. Ah ben oui, mais l'industrie, maintenant, fait du médicament qui aide au sevrage tabagique. Donc, il faut bien qu'on soit en contact avec eux. Oui, non, enfin, compliqué. Bon, en tout cas, l'industrie du tabac est producteur de médicaments aujourd'hui. Est-ce que c'est un outil de réduction des risques? Je n'ai pas trouvé de définition claire en droit français de outil de réduction des risques. Par contre, le Code de la santé publique nous apprend que les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou des associations spécialisées. Bientôt, il faudra ajouter les magasins de cigarettes électroniques, évidemment. Est-ce que cet objet, qui est finalement difficile à définir, est efficace? S'il l'est, comme je vous le disais, pas de problème. Je ne serai pas devant vous, bon, on n'en parlerait même pas. Sauf que les choses sont plus compliquées que ça. Retournons aux fondamentaux de l'épidémiologie, encore une fois je suis économiste donc je vais certainement dire des bêtises et je m'en excuse. La question qu'on pose généralement c'est la dose ou la durée d'exposition. Est-ce que l'intensité de consommation prime sur la durée de consommation ou inversement? Je vous rappelle vis-à-vis de cette question que les Français sont plutôt vapofumeurs. Ils vapotent et ils fument en même temps. D'accord. J'ai été voir ce que nous racontait Madame Catherine Hill relativement au cancer du poumon, et Catherine Hill nous dit que si la consommation de tabac double, eh bien, le risque de cancer du poumon double. Elle nous dit aussi que si la durée de consommation de tabac double, le risque de cancer du poumon est multiplié par 20. Je ne suis pas épidémiologue, mais j'en conclus que mieux vaut ne pas fumer trop longtemps, même si on fume beaucoup, intensément, sur une petite période. 82% des vapofumeurs disent avoir diminué leur consommation de tabac de 8,9 cigarettes par jour en moyenne. C'est beaucoup, 9 cigarettes en moins. Mais de combien partent-ils? Je ne sais pas. Mais s'ils continuent de fumer 1, 2, 3, 4, 5 cigarettes par jour, c'est bien, c'est de la réduction des risques. On passe de 17-18 cigarettes à 5, mais peut-être plus longtemps. Vis-à-vis du cancer du poumon, est-ce que la cigarette électronique est un vrai outil de réduction des risques? Je m'interroge. Je ne sais pas. De même que l'arrêt du tabac. On a simplement 2 essais cliniques randomisés à ce jour, de Bullen et de Camponoto, qui nous montrent finalement qu'il n'y a pas d'efficacité supérieure de la cigarette électronique par rapport au patch nicotinique classique.
Donc, on peut questionner l'autorisation de mise sur le marché d'une part et la réelle efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage. Sauf que pléthore d'études vont nous dire « oui, mais ça dépend des types de population, ça dépend de la motivation des individus, ça dépend des concentrations dans les recharges, ça dépend des goûts, ça dépend de quelle cigarette électronique on parle, donc de la technologie, etc., 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 etc. » On ne s'y retrouve plus. N'empêche qu'une méta-analyse récente conclut que la cigarette électronique diminue les chances de sortie du tabagisme de 28%. J'accélère un petit peu. Je vous l'ai dit, on a pratiqué à des entretiens, des auditions, et j'en suis venu à écouter les professionnels du champ, à me dire que la cigarette électronique était un substitut complémentaire. Pourquoi ? Une tabacologue nous disait « si une femme enceinte n'arrive pas à arrêter de fumer, je lui colle une cigarette électronique dans la bouche », elle le disait comme ça, un peu volontaire, et un patch sur l'épaule. Dit autrement, les essais cliniques randomisés opposent, alors que eh bien, les professionnels du champ et les tabacologues conjuguent tous les éléments à leur disposition pour faire arrêter les gens de fumer. Est-ce que ceci est testable épidémiologiquement ou par des essais cliniques? Je n'en sais absolument rien. Quels sont les risques maintenant? Le liquide, a priori, les arômes, les glycogènes ne sont pas risqués. Mais encore une fois, il est difficile de s'y retrouver parce que l'industrie du tabac finance des études, mais l'industrie de la cigarette électronique aussi. Mais comme des cigarettiers font de la cigarette électronique, ils financent aussi leurs propres études. Je sais lire les études d'économie, je ne sais pas lire les études épidémiologiques complexes émanant de divers groupes d'intérêt. Yvan Berlin nous dit que la concentration plasmatique est la même que celle observée avec la cigarette combustible, la cigarette fumée. Il nous dit en plus que la biodisponibilité peut être légèrement, de la nicotine peut être légèrement plus élevée qu'avec les substituts nicotiniques. Donc c'est bien, la cigarette électronique, c'est vachement bien pour les gens qui veulent arrêter de fumer parce que ça mime quasiment à l'identique les cigarettes. Mais quelqu'un qui s'initie à ça, ça peut poser problème. En primo-usage, la question est posée, est-ce une porte d'entrée dans le tabagisme? Si c'est une porte d'entrée, j'accélère un peu, eh bien c'est mal, parce que ça peut créer un vivier de jeunes potentiels fumeurs à venir. Mais en même temps, si c'est une porte d'entrée, c'est très bien. C'est très bien dès l'instant où ça recule l'âge d'entrée dans le tabagisme. Donc d'un côté, on fait potentiellement des futurs fumeurs, mais d'un autre, on retarde leur initiation tabagique. Donc c'est très bien ou c'est très mal, au choix, on ne sait pas. Sauf qu'aujourd'hui, on a 460 marques différentes sur le marché, on a plus de 7000 arômes différents, le marketing est attractif, est agressif, l'attractivité de ce produit peut être grand, il y a un risque d'attractivité grand auprès des jeunes. Bon, la publicité, l'usage dans les lieux affectés à un usage collectif, est-ce que ça renormalise la consommation de tabac? Eh bien, c'est pas grave, que les gens vapotent, allez-y, vous pouvez vapoter, de toute façon c'est de la réduction des risques, donc on peut s'en féliciter. Oui, mais le problème, c'est que les jeunes ne perçoivent pas la cigarette électronique comme un outil de réduction des risques ou un outil permettant le sevrage tabagique. Ils le voient comme autre chose. Ils le voient comme un outil permettant d'avoir des arômes inhalés, fumés, nicotinés ou pas. On ne parle jamais du non-fumeur, non-vapoteur. Bon, il ne s'exprime pas. Donc tout ceci m'amène maintenant à poser la question, est-ce que c'est la fin de l'épidémiologie? Je rappelle en un slide très brièvement que la naissance de l'épidémiologie moderne, eh bien, elle s'est faite avec l'association tabac-cancer du poumon, d'accord, Doll et Hill, Winders et Graham, tous deux publiés en 1950, et qui mettait à jour finalement la statistique inférentielle qui venait détrôner le cas clinique ou la génétique. Donc on est rentré dans l'épidémiologie moderne avec de la statistique de plus en plus lourde, de mieux en mieux acceptée, méthodologiquement plus robuste, etc., etc. Aujourd'hui, je l'ai entendu, on parle de démocratie sanitaire, d'empowerment et d'autosupport.
On ne parle plus de corrélation et encore moins de causalité. Et je pose la question eh bien, de la robustesse de l'expérience individuelle. Est-ce qu'on peut croire les gens? J'aime bien, moi, les gens, je leur fais confiance. Donc, je dis oui. Est-ce qu'on peut fonder des politiques publiques à partir de ce que nous racontent les gens? Je ne sais pas. Vous savez, vous? Je ne sais pas. De la même façon, alors là, je parle des usagers de cigarettes électroniques, hein, qui m'aiment bien, mais bon. Le professionnel. Alors, je me suis rendu compte, j'ai 41 ans, mais je me suis rendu compte que dans le champ de la lutte anti-tabac et de la réduction des risques, les professionnels étaient plus vieux. Et ils aiment bien la réduction des risques. C'est leur truc, la réduction des risques. La réduction des risques, c'est super. Et je me demande s'ils n'ont pas un biais lié au VIH-Sida. Et voilà. Il faut faire de la réduction des risques. Ben non. Si, c'est super. Ouais, mais t'en sais rien. Il n'y a pas de littérature propre. T'inquiète, les usagers ont dit que c'était super. Bon. Donc, robustesse de l'expérience professionnelle. Est-ce qu'on peut croire les professionnels? Bah oui. Enfin, j'en connais quelques-uns que je ne crois pas. Mais est-ce qu'on peut fonder des politiques publiques sur l'avis des professionnels sans littérature scientifique? J'en sais rien. La place de l'industrie. Bon, je passe, hein, conflit d'intérêts chez tout le monde. Ah oui. Bon. Le temps de marché, on est submergé. Le marché, qui est un sauveur, hein, d'accord, mais va trop vite. Il va beaucoup trop vite. On est déjà à la cigarette électronique de 3e génération. La 4e va bientôt tarder. On est en train de tester par des ECR la 1re, voire la 2e génération. On est déjà à la ramasse. Nos études financées à hauteur de millions d'euros ne serviront à rien. Les marques, les arômes se multiplient. On est vraiment en retard. Est-ce que l'épidémiologie doit être plus réactive? Est-ce que les essais cliniques se doivent d'être modifiés par de l'expérimentation, par une sorte d'épidémio qualitative, épidémio connectée, vous en avez discuté hier, me semble-t-il. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle statistique? C'est fini l'échantillonnage, vive le big data. Est-ce que tout ceci peut nous inquiéter sur la fin de l'épidémiologie à cause de la cigarette électronique, alors même que c'est le tabac qui l'a fait naître? Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps pour 2-3 questions. Donc, je donne tout de suite la parole à la salle. Oui, en haut à droite. Merci pour ces exposés. Yves Ketterer, vice-président de l'association E3M. Je reviens un tout petit pas en arrière concernant l'exposé précédent pour poser la question du consentement éclairé. Parce que si je comprends bien les logiques et les nécessités de politique sanitaire de masse, il reste néanmoins une règle pour le médecin, c'est d'obtenir le consentement éclairé. Et en matière, puisque c'était le sujet de vaccination, eh bien, on ne l'obtient pas, puisqu'on voit bien que vous avez utilisé l'exemple de l'hexavalent. Ben, souvent, les parents, on ne leur explique pas, parce que sinon, ils poseraient des questions embarrassantes et que les médecins eux-mêmes disent, vous comprenez, on a un client par quart d'heure, si on doit passer 1 heure avec sur chaque vaccin pour expliquer qu'il n'y a pas de risque, alors que, et là encore, quand on pose la question à un médecin, est-ce qu'il y a un risque à faire un vaccin hépatite A, il nous répond non, aucun, sauf pour les immunodéprimés. Moi, j'étais en immunoprolifération et je suis invalidé à 80%. J'aurais pu me passer de ce vaccin. Donc, votre avis, s'il vous plaît, merci. De manière très courte, débattre, c'est perdre du temps. Ou en gagner, suivant comment on voit les choses. C'est-à-dire qu'il est clair que le débat, on va dire, ralentit. Il ralentit la décision, ou il ralentit la mesure, il ralentit, et donc on le voit très bien sur la cigarette électronique. Du coup, le décalage entre
des débats d'un côté qui vont proliférer, et de l'autre, des actions que je ne vais pas qualifier de santé publique après votre présentation, mais on va dire des actions de marché, des changements de pratiques, etc. Et ça, c'est une question qui est vraiment fondamentale, c'est-à-dire quel temps on accorde au débat, quelle place et à quel moment. Et donc, depuis le débat singulier, le colloque singulier que vous décrivez, et c'est un argument qui revient en permanence, c'est-à-dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais alors où trouve-t-on le temps? Ou alors est-ce qu'on considère que c'est secondaire et donc on n'en parle pas? C'est vrai, on l'a dit pour la vaccination, mais c'est vrai pour tout un tas d'actes médicaux, des plus ordinaires aux plus lourds. Et dans quelle mesure on a un consentement éclairé, qu'est-ce que ça veut dire être informé, etc. Toutes ces questions-là sont traitées à la fois par l'éthique médicale, par la philosophie, par la sociologie, et sont extrêmement compliquées, mais de manière globale, on perd du temps, entre guillemets. Et donc la question centrale, une des questions centrales de la santé publique aujourd'hui, c'est comment on articule des temps très courts de modification de pratiques, d'adoption. On pourrait évidemment parler des portables, on pourrait parler de tout un tas, on pourrait parler des nanomatériaux, on pourrait parler de tout un tas d'émergences, de changements de pratiques, et des temps qui sont nécessairement longs, soit à la production de la connaissance, soit au débat. On avait une solution, qui était le principe de précaution, qui consistait à se donner du temps, à faire de l'expérimentation, à attendre, etc. Et on voit que dans un certain nombre de cas, en fait, ce n'est pas possible, soit parce qu'il y a une urgence, soit parce qu'il n'y a pas, on ne se donne pas les moyens socio-économiques pour le faire. Mais c'est une question absolument fondamentale. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, faut-il débattre? C'est aussi, faut-il se donner les moyens économiques, humains, sociaux, pour pouvoir débattre? Pardon. Merci. Oui, il y a François Bourdillon en bas. Est-ce que je peux prendre la parole en attendant que François ait un micro? Oui. Bonsoir. Allez-y. Bonjour, je suis Olivia X, je suis médecin du travail et addictologue, donc tabacologue. Je voulais réagir à votre intervention passionnante et provocatrice et vous poser une question. Donc, la nicotine, il faut quand même rappeler que c'est le produit qui rend les gens dépendants, mais qui est quand même un des produits les moins toxiques dans la cigarette, qui a quand même... Quand on a plus que la nicotine, on enlève quand même 3999 produits toxiques. Vous ne l'avez pas évoqué. Et du coup, vous n'avez pas évoqué du tout la question des maladies cardiovasculaires. Parce que vous avez pris en effet l'exemple intéressant du cancer du poumon, où la durée compte plus que la quantité. Mais vous ne parlez pas du tout des... Et c'est ma question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas du tout abordé la question des maladies cardiovasculaires qui, elles... On le sait, il y a quand même la question principale du monoxyde de carbone, et dans la cigarette électronique, il n'y a plus de monoxyde de carbone. Et ce que vous avez dû voir avec les tabacologues que vous avez interrogés, c'est que quand même, sur le terrain, quand on est tabacologue, avec l'arrivée de la cigarette électronique, ça nous donne un outil supplémentaire. C'est quelque chose de difficile d'arrêter de fumer, et donc on a des patients qui n'avaient jamais réussi jusqu'à là, malgré l'accompagnement, malgré les TCC, malgré les patchs, et qui s'arrêtent avec la cigarette électronique. Donc ce n'est pas forcément la panacée, mais ça donne un outil de plus. Merci. Oui, absolument. Merci pour cette question. Absolument, vous avez entièrement raison, hein. J'ai dit en introduction de ma présentation que la position du Haut Conseil avait bien évolué sur la question de la cigarette électronique, qui était un outil de réduction des risques du tabagisme, qui réduit donc nombre de risques liés effectivement à tous les composés du tabac. Vous avez entièrement raison. Ensuite, effectivement, sur la question de la dose exposition vis-à-vis de toutes les pathologies attribuables à la consommation de tabac. D'une part, je suis économiste, c'est pas trop ma tasse de thé, ces questions épidémiaux. Et d'autre part, j'avais 20 minutes top chrono, mais je réitère, effectivement, la cigarette électronique est entrée dans la panoplie du tabacologue, qui s'en sert à bon escient, certainement. Le Haut Conseil de la santé publique a même proposé la création d'une cigarette électronique médicalisée, pour pouvoir peut-être scinder les populations très motivées à arrêter de fumer, à se sevrer, pourquoi pas, de la nicotine, entièrement encadrée par des tabacologues, et potentiellement laisser une autre population qui va utiliser la cigarette électronique à usage récréatif,
concomitamment au tabac, en réduisant ses risques, certes, mais de manière légèrement différente. Mais je le souligne de nouveau, c'est bien un outil de réduction des risques du tabagisme. Merci. François Bourdillon, dernière question. Christian, d'abord, je voudrais te remercier pour ton exposé qui est remarquable, qui est très ouvert, et je ne regrette pas du tout, en 2014, de t'avoir confié ce sujet casse-gueule, parce que tu le traites en matière de santé publique de manière équilibrée, et je trouve que c'est tout à l'honneur du Haut Conseil de la santé publique d'avoir fait une première prise de position, d'avoir évolué dans ses pratiques et d'être ouvert à la démocratie en santé, puisque vous avez auditionné les parties prenantes et toutes les parties prenantes, et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant, et que vous avez conclu de manière non tranchée en posant un certain nombre de problèmes et en laissant l'ouverture demain de pouvoir à nouveau réinterpréter les éléments. Il y a la question des jeunes, il y a la question de la renormalisation du tabac, il y a la question de la réduction des risques. Beaucoup de tabacologues le disent, c'est probablement un outil, mais il y a aussi d'autres aspects, la santé publique doit les croiser. J'ai même dit à un journaliste d'un grand journal national que la position française, parce que je trouve que c'est à partir de cet avis que la position française a été faite, était une position française très équilibrée et qui restait très ouverte, et je m'en félicitais. D'abord, il m'a agressé parce que je suis de la génération SIDA, mais il dit comment peux-tu dire ça, toi du SIDA, par rapport à la réduction des risques, mais je reconnais ce que tu as dit dans la conférence. Ma question, elle est, mais les Anglais, ils ont dit autre chose, et notamment le Public Health England qui a fait un tabac hier en introduction. Comment vous, au HCSP, vous avez intégré la vision totalement différente des Anglais, très réduction des risques pour le coup? Oui, merci François. Il y a un récent article dans une grande revue de santé publique britannique qui pose bien le débat, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que les Anglais ont fait un tabac avec ce 95% de risque en moins? Voilà, il me semble que, de cet article ressortait l'idée que les Anglais étaient très réduction des risques sur cette question, très réduction des risques du tabagisme, et que, voilà, ce qui explique que le Public Health England ait été à fond dans cette direction. Par contre, les Américains, à contrario, sont beaucoup plus sur l'abstinence. Et sur l'abstinence, on voit bien que l'outil cigarette électronique, il est quand même faiblard. Je pense que notre avis est équilibré sur ces deux positions, qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur c'est un outil de réduction des risques, allons-y, c'est un outil qui ne fonctionne pas de manière superbe en matière de sevrage. Voilà, tu le disais, de manière équilibrée. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller à fond vers la réduction des risques? Je travaille avec l'Association française de réduction des risques, je suis plutôt sur les drogues illicites généralement. Bon, je suis bien inséré dans les associations, dans les milieux académiques de réduction des risques, et à chaque fois, pour les embêter un peu, je leur rappelle que le Subutex a été trop largement distribué en France et qu'on a tué à un moment donné le fait que des jeunes s'initiaient aux opiacés de synthèse par injection douloureuse parce qu'il faut le piler le Subutex, que derrière les dealers, enfin les vendeurs d'héroïne ont aussi réagi à cette vague d'opiacés de synthèse en diminuant les prix, en augmentant la qualité, en mettant du non-marketing différent. Donc réduction des risques, oui, réduction des risques mesurée, réfléchi, évalué avant tout. Juste un tout petit commentaire, parce qu'avant de venir, j'ai téléphoné à Gilbert Lagru, qui est un des médecins qui a le plus contribué à la lutte contre le tabac, en lui demandant quelle était son opinion et en discutant avec lui. Alors, brièvement, et je rejoins ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit et ce que je vous transmets. Premièrement, il faut bien séparer les personnes qui fument et qu'on va exposer à un risque bien moins grand
par la cigarette électronique que par la cigarette usuelle, comme je crois vous l'avez dit. Ça, c'est pour les gens qui fument. Et l'autre problème qui est complètement différent, c'est l'entrée dans le tabagisme, et en particulier des jeunes, c'est-à-dire l'autorisation de rentrer dans un état de dépendance, puisque la nicotine donnera forcément un état de dépendance. Donc, d'une manière extrêmement simplifiée, la politique anglaise de réduction des risques pour ceux qui fument, ils croient, et je crois que c'était bien. Et la grande méfiance sur l'entrée dans le tabagisme qui est inconnue. On peut toujours raconter des choses, on ne l'a pas encore mesuré, il faut des années pour le mesurer, mais il y a une précaution logique à prendre avant, et le fait de l'avoir un peu désocialisé face à un marketing qui avait pour but de la socialiser, c'était quand même une attitude normale sur le plan de la santé publique, compte tenu du fait qu'on sait très bien les uns et les autres qu'il y a derrière tout ça simplement un commerce, des intérêts financiers, que par derrière il y a un marketing, et en face de ce marketing-là, il y a un problème. Nous ne souhaitons pas que la population ait des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, les somnifères, les antidépresseurs, tout ce que vous voulez, et par conséquent, les mesures qui doivent être prises sont ce qui est en train d'être fait, je crois. Donc moi, je vous transmets quand même mon opinion. Je suis ça très attentivement. On avait travaillé là-dessus avec Kouchner dans les années 97, et puis Gilbert Lagru a fait des contributions énormes pour tout ça. Donc voilà son opinion. Histoire à suivre, donc, d'autant plus que notre agence risque d'être saisie sur l'évaluation des risques de ces dispositifs de façon officielle. Voilà. Et je ne suis pas forcément convaincu de l'innocuité des milliers de substances chimiques qui sont instaurées dans ces dispositifs, ce qui vient encore complexifier la question. Voilà, donc on va passer à la troisième communication de cette matinée sur un sujet de bonne controverse aussi, qui est celui des champs électromagnétiques. Et c'est Olivier Merkel donc, qui va faire cette communication. Merci, bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est avec d'autant plus de plaisir et de détente que pour une fois je ne vais pas parler des effets pour le coup des champs électromagnétiques. Donc je ne m'attends pas à beaucoup de controverses, notamment dans vos réactions. On va essayer de se placer justement sur le plan de la controverse dans une version un petit peu apaisée, j'espère en tout cas, du problème. Alors, la question du coup qu'on va essayer d'examiner aujourd'hui, c'est de savoir si finalement la controverse qui existe autour de cette question des effets sanitaires des champs électromagnétiques a été ou est utile à l'expertise. Alors, la controverse, elle s'est développée finalement, en tout cas moi j'interprète un peu ça comme ça, sur deux plans assez différents de la technologie qui émet ou qui véhicule des champs électromagnétiques. D'une part, le transport d'électricité, je vais détailler un tout petit peu, et d'autre part, l'ensemble des communications mobiles, avec des spécificités dans ces controverses, dans ces domaines, et puis quand même quelque chose de commun à ces deux grands domaines, avec d'une part la difficulté à établir des preuves des effets de ces champs électromagnétiques, ou la difficulté à établir l'absence finalement d'effets qu'on recherche éventuellement, des suspicions de conflit d'intérêts qui traversent évidemment ces sujets, et puis quand même ce qui est, il me semble, principal, c'est ce développement technologique extrêmement important, foisonnant, et qui de toute façon précède les recherches sur les effets, qui est donc une des grandes questions qui provoque cette controverse. Le gros bouton du dessus, d'accord, ok, ça c'était le pointeur, pardon, merci. Voilà, alors, donc premier grand domaine dans lequel s'exerce cette controverse, c'est le transport d'électricité, le transport ou la distribution d'électricité, avec une particularité, c'est que dans ce cas-là, les émissions de champs électromagnétiques ne sont pas désirées. On ne cherche pas à émettre des champs électromagnétiques lorsqu'on transporte du courant. C'est en quelque sorte une sorte de pollution, si on peut appeler ça comme ça, qui est malheureusement inhérente à tout transport d'électricité. C'est de la physique, c'est comme ça. Alors, une controverse qui vient, alors non pas là pour le coup du développement technologique, puisque c'est
Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'on transporte du courant. Les innovations sont assez faibles dans le domaine, sauf peut-être, on pourrait citer là tout récemment l'avènement des compteurs communicants, et notamment celui qu'on appelle le Linky, qui fait aujourd'hui qui pose beaucoup de questions aujourd'hui, notamment au niveau des collectivités locales. Et donc une controverse qui naît presque un peu par hasard en 1979 en Californie, lorsqu'une épidémiologiste en étudiant l'impact en fait de la manière dont les câbles électriques sont câblés à proximité des maisons, et elle se rend compte qu'on peut faire une association statistique entre ces câblages, ces formes de câblage des lignes électriques et les leucémies infantiles. Voilà, tout part de là. Et aujourd'hui, on a plusieurs dizaines, pratiquement une centaine d'études épidémiologiques qui trouvent ou peu ou pas cette association, mais toujours pas de preuves biologiques, en tout cas de mécanismes clairement identifiés pour appuyer ces constatations. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, autre grand domaine de la controverse sur les champs électromagnétiques et leurs effets potentiels sur la santé, les communications sans fil. Alors là, au contraire, on est dans la recherche de l'utilisation de ces champs électromagnétiques pour faire de la détection, pour faire de la diffusion, la télévision, la radio, etc. Et puis pour la communication sans fil, avec finalement presque une communication de masse avec tous ces objets, le micro-ondes dans les années 80, le téléphone mobile, et puis aujourd'hui toutes les applications d'identification, les RFID, donc on utilise au quotidien tous les jours sans même parfois se poser de questions. Le Pass Navigo par exemple, que vous avez peut-être utilisé ce matin, ça utilise des champs électromagnétiques. Alors, avec des différences aussi, c'est-à-dire que autant dans le domaine du transport d'électricité, on a des entreprises, EDF, RTE, qui ont été relativement actives dans la recherche des effets, avec le service des études médicales, par exemple, qui produit beaucoup sur ces questions-là, alors qu'on a eu des choses diverses pour les entreprises concernées, par exemple, par la téléphonie mobile, avec des choix assez forts de la part de certains opérateurs pour justement financer il y a quelques années des recherches dans ce domaine-là, et puis au contraire d'autres opérateurs qui se sont préservés de toute implication dans le domaine de la recherche des effets. Alors, la controverse, finalement, est-ce que c'est un miroir déformant? Oui, certainement. Elle pose clairement un problème pour obtenir finalement une représentation un peu équilibrée de l'état de la science sur la question. D'une manière générale, c'est applicable aussi à d'autres types de controverses. Je pense par exemple aux éoliennes, aux effets des éoliennes. On a souvent un problème environnemental. Une antenne relais qui s'installe à côté de chez soi, bon, c'est pas forcément très joli. Il y a un pylône dans le jardin d'à côté. Alors, bon, en plus, le voisin, lui, il touche de l'argent tous les mois, alors que moi, j'en ai effectivement. J'ai la vue de cette antenne relais qui perturbe mon repos dans ma résidence secondaire. Bon, les lignes électriques, les lignes à haute tension, c'est un peu la même chose. Donc, souvent, on a cette problématique environnementale qui, du coup, se déplace, s'oriente vers une problématique sanitaire. C'est un petit peu la même chose avec les éoliennes où c'est forcément moche, en tout cas pour ceux qui s'en plaignent. Et puis, comme on se rend compte que finalement, la simple constatation que ça déprécie la valeur du bien immobilier ne suffit pas à déclencher, je dirais, une controverse sur le sujet, eh bien on va invoquer des effets potentiels sur la santé, les infrasons ou les effets des champs électromagnétiques sur la santé dans le cas des antennes. Alors, évidemment, la lecture médiatique crée ce miroir extrêmement déformant à travers l'attention qui est focalisée à certains moments sur des publications qui sont publiées. Alors, pourquoi certaines font du buzz, pourquoi pas d'autres? Ça, c'est relativement mystérieux. Bon, et puis avec souvent par la presse, en tout cas, une manière de présenter les choses pas du tout caricaturale. Voilà, un danger qui pourrait guetter des milliards de gens, pire que l'amiante. Alors, pour le coup, là, ça pose question, parce que l'amiante,
là, à la limite, on peut discuter. Est-ce que le danger intrinsèque des champs électromagnétiques est pire que l'amiante? C'est tout le travail qui est mené notamment dans les expertises sur l'évaluation des risques. En revanche, ce qui est parfaitement vrai et qui, du coup, explique forcément l'importance de la controverse, mais aussi qui justifie le besoin de recherche sur le sujet, c'est qu'effectivement, ça concerne des milliards de gens. Ça peut paraître, au premier abord, un peu exagéré, mais non, finalement, on est tous aujourd'hui possesseurs, ou presque, de téléphones mobiles, et effectivement, les possesseurs de téléphones mobiles se comptent aujourd'hui en milliards. Alors, la controverse, elle prend aussi des tournures juridiques, notamment dans les deux cas, que ce soit pour les lignes à haute tension, mais aussi pour les antennes relais. Il y a eu une période comme ça où, dans la fin des années 2010, on a vraiment assisté à nombre de tentatives de désinstallation d'antennes relais qui ont, pour certaines, fonctionné avec notamment l'invocation d'un trouble anormal de voisinage. Alors là, on voit qu'on est justement à la limite entre la problématique environnementale et puis la problématique sanitaire. C'est quoi le trouble anormal de voisinage? Est-ce que c'est purement visuel? Est-ce que c'est la santé prise au sens très large de l'OMS, notamment, un état complet de bien-être en particulier? Voilà, donc quoi qu'il arrive, la controverse produit cette forme de conscience publique de la question relative aux effets sanitaires des champs électromagnétiques, finalement, dont il est bien difficile de savoir si elle est vraiment fidèle à l'état des connaissances scientifiques sur le sujet. Alors, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a cette fuite en avant technologique avec une course-poursuite vraiment entre le développement de toutes ces technologies de communication et puis la recherche sur les effets. À peine on a fini de 10 ans de recherche sur le GSM, sur la deuxième génération de téléphonie mobile, que voilà, on est déjà passé à la 3G, puis à la 4G, et puis maintenant on nous parle de 5G. Voilà, on a l'impression que, en tout cas dans les labos, on n'en peut plus, c'est plus possible. Il y a un bestiaire aujourd'hui incroyable de noms, tous plus bizarres les uns que les autres, le Sigfox aujourd'hui, le Zigbee, le CDMA, le QPSK, etc., des signaux, des modulations. Voilà, comment se débrouiller de tout ça en matière d'effets sur la santé, sachant qu'un des premiers obstacles sur la question, c'est justement quid de la nature des signaux sur les effets sur la santé. On sait, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'effectivement on est en présence de champs électromagnétiques non ionisants. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, qui sont bien harmonisés aujourd'hui dans le domaine des rayonnements ionisants. Donc voilà, on sait une chose, c'est que les champs électromagnétiques non ionisants n'arrachent pas d'électrons à la matière. Mais je dirais que voilà, c'est à peu près tout aujourd'hui ce dont on est sûr. Un grand domaine d'incertitude, c'est pas parce que les champs électromagnétiques non ionisants n'arrachent pas d'électrons à la matière que pour autant on ne peut pas imaginer des processus, par exemple, de cancérogénèse. On sait aujourd'hui qu'avec les rayons UV, par exemple, les UVA, qui ne sont pour autant pas des rayonnements ionisants, mais pourtant participent à la cancérogénèse. J'accélère un petit peu pour vous dire que finalement, la controverse, ça a été un moteur certain pour la recherche dans ce domaine-là, avec une exception française, encore une, au moins par rapport à ce qui se passe en Europe, alors qu'on assiste aujourd'hui à une diminution extrêmement importante des financements qui sont octroyés à la recherche dans ce domaine-là, sur les effets des champs électromagnétiques. On a au contraire en France une pérennisation du financement de la recherche. Il y a eu une expérience entre les années 2005 et 2010 à travers la Fondation Santé Radiofréquence qui a permis d'instaurer un financement de la recherche à travers un fonds qui était paritaire, c'est-à-dire financé à la fois par les industriels du secteur et puis à la fois par l'État, avec un budget global de pratiquement 5 millions d'euros. Et en 2011, une adjonction, notamment au Code des impôts, a instauré une taxe
que payent aujourd'hui donc les opérateurs de téléphonie mobile notamment, et qui permet d'alimenter un fonds de 2 millions d'euros par an pour effectuer cette recherche sur les effets des radiofréquences. C'est l'ANSES donc qui a la charge notamment d'organiser les appels à projets de recherche afin de trouver des équipes. Il s'agit bien de ça, hein, c'est trouver aujourd'hui des équipes, c'est-à-dire que l'argent est là, mais encore faut-il trouver des équipes pour participer à ces recherches. Alors du coup, un des effets de la controverse, ça a été justement aussi d'améliorer la manière dont on essaie de répondre à ces questions-là à travers les projets de recherche, de mettre plus de transparence dans la sélection notamment des projets de recherche, de moduler les plafonds qui étaient octroyés pour les différents projets, également de faire en sorte que de nouvelles équipes intègrent les consortiums qui proposent des projets de recherche. Alors, c'est peu de dire qu'on a beaucoup travaillé sur la question dans le cadre de l'expertise. On a exploré un grand nombre de volets de ces questions des champs électromagnétiques, à la fois les systèmes d'identification par radiofréquence, la téléphonie mobile évidemment, les lignes à haute tension, mais aussi les scanners corporels qui sont utilisés dans les aéroports, etc. Alors, c'est clairement hein, donc la controverse quelque chose qui nous a permis d'améliorer, enfin en tout cas on le pense aujourd'hui, les travaux d'expertise, notamment en associant aux travaux d'expertise des modalités de discussion avec les parties prenantes. Une première expérience en 2009 a été d'intégrer dans un groupe de travail d'experts un membre représentant d'associations, donc totalement profane au sens de l'expertise, je dirais presque professionnelle, afin justement d'ouvrir ce monde de l'expertise qui pouvait paraître clos, fermé et puis certainement opaque. L'idée, c'était vraiment voilà, de montrer finalement aux associations qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret derrière tout ça, qu'on essaye d'organiser, de faire l'expertise de la meilleure manière, avec le moins possible, en tout cas, de parti pris et de préjugés. Et puis, autre expérience qui a été reprise de la Fondation Santé Radiofréquence, c'est la création d'un comité de dialogue avec les parties prenantes qui intègre notamment les opérateurs, donc les industriels, mais aussi des associations, des syndicats, et qui permet finalement de discuter des résultats de l'expertise, mais aussi de discuter d'orientation de recherche. On a été extrêmement loin dans ce cadre-là, puisqu'on a identifié par exemple des sujets de recherche qui sont portés notamment par certaines associations. Je pense notamment à la question de l'impact sur la santé des antennes relais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des recherches académiques se sont focalisées sur le téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est l'objet aujourd'hui qui expose le plus au champ électromagnétique. Néanmoins, dans la population, beaucoup de questions sont posées sur l'impact des antennes relais sur la santé, pour une bonne raison, puisqu'effectivement, au contraire du téléphone portable, on y est exposé en permanence. On vit aujourd'hui, effectivement, tous entourés d'antennes relais un peu partout. Donc, quid de ces questions des effets sur la santé des antennes relais? Eh bien, les appels à projets de recherche ne répondaient pas à ce besoin de recherche précise. Et donc, on a construit notamment des cahiers des charges en coopération avec ce comité de dialogue pour construire une étude épidémiologique qui est en cours aujourd'hui, qui est financée donc par ce programme de recherche. Alors, j'avance tellement que du coup, j'en ai plus. Donc voilà, maintenant, la question finalement, c'est voilà, peut-on et doit-on aller plus loin? La controverse, clairement, elle n'est pas résolue sur la question. Elle évolue. Et aujourd'hui, on se demande finalement, la question qui nous interpelle, c'est vraiment, mais est-ce qu'on peut encore faire des efforts? Est-ce qu'on doit aller encore plus loin? On a été vraiment très très loin dans la description des méthodologies d'expertise.
il me semble qu'on a rendu l'ensemble du processus d'expertise et de détermination des niveaux de preuve des effets sur la santé les plus clairs possibles. Alors certes, on peut toujours un petit peu raffiner, mais voilà. Quelque chose qu'on peut observer aussi, c'est que au démarrage, les associations qui étaient présentes, notamment dans le comité de dialogue, avaient une position assez claire en disant « Nous, on n'est pas là pour faire de l'expertise, on n'est pas là pour se substituer aux experts. On ne veut pas faire de la science, c'est vous qui faites la science, on est là pour vous questionner. » Très bien. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus, il y a une expertise profane, c'est-à-dire que les associations arrivent devant nous avec des publications, et non pas seulement des publications, mais aussi des analyses de publications. Et ça, donc, ça pose question, et à un moment donné, il faut certainement mettre une barrière, une limite à la participation des parties prenantes à l'expertise. Une dernière chose pour conclure, pour dire que les difficultés quand même sont extrêmement nombreuses dans cet exercice de dialogue entre l'expertise et les parties prenantes, et que du coup dans cette situation, on a un petit peu évoqué d'incertitude, finalement les pouvoirs publics sont extrêmement peu visibles. C'est-à-dire que même si nous faisons un certain nombre de recommandations, les décisions et en tout cas les mises en œuvre de ces décisions sont extrêmement peu visibles, et que clairement les questionnements qui sont posés aujourd'hui, notamment par les parties prenantes, bousculent finalement le périmètre du mandat de l'agence qui, lui, se situe entre la science et la régulation. Je vous remercie. Merci. On va tout de suite donner la parole à la salle parce qu'il ne reste pas trop de temps. Oui, Jean-Claude Desenclos en bas. En bas à droite. Ça arrive. Merci. J'ai une question plus... Hier, Kevin Fenton, dans la stratégie du PHI, il a dit il faut aller là où on peut faire une différence en termes de santé publique et de nombre de... Voilà. Il a beaucoup insisté là-dessus, et il faut baser les interventions sur l'outcome, sur les effets, et aussi faire sur cette base-là prioriser. Donc là, on voit bien, là où il y a de la controverse, ça peut être sur des choses qui font une différence, mais aussi on voit bien que ça peut toucher des choses sur lesquelles c'est l'incertitude qui domine, et on voit bien aussi que tout ça met des choses en priorité, puisqu'on en arrive à créer un fonds de recherche spécifique, ce qui est, du point de vue de la philosophie et de l'épistémologie, ça pose aussi question, parce qu'on a connu un certain nombre de fonds de recherche mis en fonction de crise qui n'ont, in fine, pas produit nécessairement des choses si démentielles que ça. Et voilà, donc c'est un peu cette question-là que je voulais soulever. Peut-être, Didier, peut-être as-tu des éléments de réponse ou d'autres. Merci. Je vais peut-être commencer à donner des éléments de réponse à la question. Je pense que pour moi, c'est essentiel qu'il y ait des fonds de recherche indépendants dédiés à ces questions. Parce que sinon, la controverse, ça sera toujours alimentée. On le voit aujourd'hui, nous, à l'agence, sur la question des pesticides, d'une façon générale, et des substances chimiques, où les autorisations de mise sur le marché sont conditionnées par le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que les industriels doivent faire la preuve que leur substance qu'ils mettent sur le marché n'a pas de risque ou est sans danger. Et on le voit très très bien. Il y a une controverse immédiate sur le fait qu'un certain nombre de données scientifiques sont produites par les industriels et que le résultat de ces études vont pas forcément dans le même sens que ceux d'études publiées donc dans la littérature académique par des scientifiques qui soient indépendants. Donc il y a une vraie question. Donc aux États-Unis, ils ont quand même, grâce au National Toxicology Programme, par exemple, en matière toxicologique, qui groupe un certain nombre d'agences de sécurité sanitaire et d'organismes de recherche
pu débloquer des sommes très très importantes avec des financements importants pour répondre à des polémiques sur un certain nombre de questions. Alors je suis d'accord, ça n'éteint pas forcément les polémiques, mais au moins ça permet quand même d'apporter un certain nombre d'éléments qui puissent contribuer à donner des réponses quand même plus valides sur le plan scientifique et moins discutées sociétalement. On voit pour l'exemple typiquement sur le bisphénol A, voilà ce que ce type et sur des perturbateurs endocriniens, ce que type d'études ont apporté. Voilà. Après le deuxième point, voilà, je pense que les risques d'aujourd'hui ne sont pas les risques d'hier. Ils sont beaucoup plus complexes. Voilà, hier, on avait, par exemple, dans les risques professionnels, on avait l'amiante, le benzène, c'était clair. Voilà. Aujourd'hui, tu as des risques complexes et marqués par un nombre d'incertitudes vraiment souvent très importants. Et je crois que ce que disait Olivier est extrêmement important, c'est que dans l'expertise aujourd'hui, tu as deux points essentiels qu'il faut rendre transparents. C'est un, comment on évalue le niveau de preuve des effets sanitaires. Et voilà. Et nous, on a fait tout un travail méthodologique, par exemple, à l'agence, avec un groupe de travail dédié spécifiquement pour pouvoir harmoniser ça entre nos collectifs d'experts. Et donc ça, il faut rendre transparent voilà, comment tu analyses les niveaux de preuve des effets sanitaires et quelle méthodologie tu emploies. Par exemple, on a des grilles de lecture des études épidémiologiques qu'on rend transparent avec des experts qui voilà, donnent leur cotation sur chaque étude, etc. Voilà. C'est un processus très long, mais c'est le prix qu'il faut payer, c'est le prix de la temporalité pour pouvoir répondre à ça. Et le deuxième point important, c'est aussi d'être transparent sur les incertitudes. C'est-à-dire que des incertitudes, il y en a à tous les stades de l'évaluation des risques aujourd'hui, aussi bien dans le cadrage des questions que dans l'évaluation des expositions, des effets, des dangers, et puis des risques au final. Et donc, là aussi, il faut tracer et dire comment on a analysé ces incertitudes. Voilà, c'est quelque chose qui est général dans tous les grands organismes aujourd'hui de sécurité sanitaire au niveau international. On se pose les mêmes questions, il y a des rapports qui sont produits par les uns par les autres. Mais voilà, bon, l'exemple des champs électromagnétiques, je crois, Olivier le rappelait bien, c'est vraiment pour nous un exemple où le fait de faire entrer les parties prenantes dans l'expertise, je ne veux pas dire voilà, que c'est les parties prenantes qui vont faire l'évaluation scientifique, mais on les intéresse au processus d'expertise dès le cadrage, par des auditions par exemple, mais aussi, Olivier pourra donner l'exemple, mais par exemple sur la consultation, le rapport qu'on a mis en consultation publique là, sur radiofréquence et effets chez les enfants, les associations nous ont apporté des dizaines de publications qui n'avaient pas été repérées forcément par les experts, et puis un certain nombre de points de vue et de commentaires dont certains sont absolument pertinents, et il aurait été dommage de s'en passer. Voilà. Et pour la crédibilité de l'expertise, parce que vous pouvez faire la meilleure expertise qui soit scientifiquement, si elle n'est pas crédible, voilà, parce qu'il y a un problème de conflit d'intérêt d'un expert ou parce que pour une autre raison, eh bien vous avez fait tout un travail pour rien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, bonjour. Oui. Merci beaucoup. Béatrice San-Baratchar, je suis conseillère médicale à l'Agence régionale de santé ALPC. Bon, moi, je ne sais toujours pas si l'usage des téléphones portables est dangereux ou pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas diffuser, alors je sais qu'il y a des conseils en ce sens, mais ça reste un petit peu confidentiel, diffuser dans le grand public l'idée que il vaut mieux que les enfants, les préadolescents, les adolescents ne dorment pas avec le téléphone portable à moitié allumé, collé contre la tempe et restent comme ça toute la nuit. De toute façon, ils dormiront mieux, même si c'est pour d'autres raisons. Voilà. Écoutez, c'est un bon exemple, finalement,
de non-diffusion de nos messages, puisqu'on a été assez clair sur ces questions-là depuis longtemps, même je crois depuis 2003 finalement, depuis le premier rapport qui a été rendu sur la téléphonie mobile. On a justement d'abord posé des interrogations sur les effets spécifiques des radiofréquences sur les enfants, et en l'occurrence en 2009 et 2013, on a clairement recommandé que les enfants n'utilisent pas de téléphone mobile. Voilà, donc c'est une recommandation de l'agence. On va même jusqu'à dire aux parents, en tout cas, qu'ils fassent attention à ça et qu'ils évitent de faire téléphoner leurs enfants à un âge trop précoce. Donc pour le coup, on est suffisamment clair sur ces effets-là. Alors, vous aurez des informations complémentaires, pour le coup, assez vite, là, début juillet, puisqu'on publiera donc, un rapport complet sur la question vraiment précise des effets des radiofréquences sur les enfants. Je disais, ça reste confidentiel et bon, les enfants, il y a les parents, encore une fois, ça reste confidentiel, mais il faut essayer de toucher les préadolescents et les adolescents et qu'ils s'emparent de la chose. Oui, bonjour, Pierre-Marie Thévenot pour Robin des Toits. Bon, je ne voulais pas entrer dans la controverse, je voulais simplement souligner une chose, c'était revenir sur la question de l'urgence de l'action. Donc effectivement, le National Toxicology Programme a montré des choses intéressantes dans la mesure où il a montré l'effet sur le gliome, et puis un effet qu'on n'attendait pas sur les schwannomes cardiaques. On a par ailleurs d'autres résultats qui sont, même s'ils ne sont pas tout à fait reconnus, assez bien documentés. Donc la question, si je prends aussi le deuxième exemple, celui de l'éducation nationale, où on interdit le Wi-Fi dans les écoles maternelles, mais pas à l'école primaire, bon ça c'est encore autre chose, en 2 mois ils sont plus sensibles, mais on introduit des tablettes Wi-Fi, donc ce qui semble en contradiction dans le discours politique. Et on a, avec les boîtiers de vote numériques sur 2,4 GHz, sur le Wi-Fi, les portables, dans un certain nombre d'enseignements, on crée un électrosmog qui va avoir un certain nombre d'effets. Le problème de l'urgence, c'est-à-dire que dans les expertises, effectivement, les travaux de l'ANSES qui demandent un certain temps, on peut accéder, même si parfois on est en désaccord, c'est notre rôle aussi et notre fonction. Et moi, je trouve très bien qu'on puisse effectivement, je vous l'ai dit, hein, j'apprécie ce comité de dialogue. Mais le problème, c'est effectivement la traduction. La traduction dans les faits en matière de prévention. Donc j'ai 2 questions à ce niveau-là. Comment on peut augmenter l'efficacité des travaux d'expertise avec l'action notamment par exemple de Santé publique en France. Et puis la deuxième question un peu plus perverse, c'est comment effectivement le fait qu'on classe ça dans un domaine de controverse, même si des résultats sont avérés, même s'ils peuvent être contradictoires, est-ce que le fait de le placer sous la controverse ne bloque pas justement effectivement des actions de prévention? Merci. Peut-être répondre à la question, mais il y avait Denis Barre qui avait une question devant ou des commentaires. Et puis après, on arrêtera parce qu'on me fait signe que le temps est écoulé. Le micro devant, s'il vous plaît. Merci. Une très très brève question. Donc, vous avez fait état d'un nouveau rapport à sortir sur l'effet des radiofréquences. Je voulais juste savoir si vous étiez intéressé au surcroît d'exposition, au cumul d'exposition lié à l'usage croissant des objets connectés divers, les bracelets connectés, les montres connectées et ainsi de suite. Peut-être qu'Olivier peut répondre déjà directement à cette deuxième question. Moi, je répondrai de façon plus très vite là-dessus. Effectivement, c'est une question intéressante qui notamment
émergent à travers celles qu'on est en train de regarder sur l'exposition aux compteurs communicants, qui sont en fait une petite partie de cet ensemble d'objets connectés, qui a une particularité, c'est qu'a priori ils exposent faiblement, mais de façon assez proche du corps, et il y en aura peut-être beaucoup. Donc effectivement, c'est des choses qu'on va être amené à suivre dans les jours prochains. Ouais, concernant la mise en œuvre justement et les difficultés de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, c'est là où je rejoins le premier exposé de ce matin. À l'ANSES, on a un comité de dialogue sur les radiofréquences et sur les champs électromagnétiques, voilà, qui est en train d'un peu de s'étendre sur des sujets un peu plus généraux. Il est dévolu voilà, aux travaux que fait l'agence en matière d'expertise, en matière de soutien à la recherche, etc. Aujourd'hui, alors qu'il y a eu, il n'y a pas d'espace de dialogue qui soit donc organisé par les gestionnaires du risque et par ceux qui doivent mettre en œuvre les décisions, alors qu'il y a eu cet espace. Au moment du Grenelle des ondes, il y a quelques années, il y a eu cet espace de dialogue. Clairement, on voit aujourd'hui que cet espace-là, il manque. Voilà, sur ce sujet comme sur un certain nombre d'autres. Il faut arriver aujourd'hui, si on veut mettre en œuvre un certain nombre de mesures concernant la précaution, déjà pour savoir discuter où on met la barre de la précaution et pouvoir faire accepter, en tout cas de façon démocratique, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, remettre en place des instances de dialogue, voilà, mais au niveau approprié. Et donc là, c'est vraiment de la responsabilité, pour moi, des gestionnaires de risque, des pouvoirs publics, de mettre en place ces instances de dialogue appropriées, si on veut effectivement qu'un certain nombre de recommandations sortant des expertises des différents organismes, que ce soit en santé publique ou sur d'autres sujets, puissent être effectivement traduites dans les faits par la mise en œuvre de ces recommandations. C'est dernière question. Hein. Il ne marche pas. Donc, en rappelant le commentaire qui a été fait, c'est-à-dire qu'en sociologie des sciences, en études de sciences, évidemment, la controverse est un objet lui-même, et il y a aussi des outils qui ne sont pas des outils de santé publique, mais des outils de production et de diffusion de connaissances. Et c'est vrai que ça serait intéressant que d'autres communautés s'en emparent. Voilà, je voulais juste ajouter sur le point, sur les controverses, ce qui fera peut-être une conclusion. Il y a une littérature depuis 15 ans très importante sur comment est-ce qu'on produit de la controverse pour la controverse, notamment autour de la newtologie et de Proctor. Et donc c'est un point qui est important, c'est-à-dire exactement comme la critique ne porte plus sur l'objet du débat, mais sur la forme du débat, la nécessité du débat, la temporalité du débat. On a aujourd'hui tout un travail qui soit volontaire ou involontaire, tout à fait cynique ou, on va dire, surgissant simplement de la dynamique des objets, autour mais finalement, vous maintenez la situation controversée, il y a toujours une controverse où on organise la controverse pour éviter de prendre des décisions, notamment à partir du moment où un certain nombre de connaissances sont connues. Et donc il y a une littérature émergente très importante là-dessus, mais les acteurs eux-mêmes, évidemment, qu'ils soient du côté de l'industrie ou au contraire très opposés à l'industrie, ont bien saisi tous les ressorts qu'il y avait à la valorisation du débat public et à la valorisation de l'incertitude. Et donc on est dans une situation qui est compliquée, non seulement parce que les sujets sont plus complexes, mais parce qu'on a des acteurs tout à fait stratégiques qui aujourd'hui savent que le fait de soulever soit la nécessité du débat,
soit la nécessité de prise en compte des incertitudes, va permettre non seulement de leur donner une place sociale, mais également de ne pas, on va dire, entraîner des conséquences de nature économique ou autre par la prise de décision. Et donc ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire la controverse n'est pas simplement un moyen de débattre, c'est aussi un moyen de ne pas décider.